Alors voilà, bienvenue et merci d'être présent. Voilà le titre de mon exposé, les biominéraux microbiens des gisements terrestres à l'exobiologie. Et de quoi vais-je parler? Eh bien, de ceci. Comme vous le savez, on a envoyé des sondes un petit peu partout dans le système solaire. On n'a pas trouvé de vie macroscopique. On a peut-être trouvé une vie microscopique, j'en parlerai plus loin, mais en tout cas, une vie microscopique est tout à fait envisageable ailleurs que sur la Terre, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé. Mais il y a un petit problème, c'est que cette vie microscopique, des bactéries, si elle a existé ou s'il existe, eh bien, elle peut être, elle est décomposée, quoi, hein. Une bactérie, quand elle meurt, il n'y a plus de traces de la bactérie. Et donc, s'il y a eu une vie dans le passé, on ne va plus observer cette vie, mais on pourra observer les traces. Et c'est de ça que je vais vous parler, ces observations indirectes. Alors, on peut trouver des traces sous forme d'ADN, de lipides, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler des biominéraux. Ce sont des traces qui sont disponibles parfois pour de très, très nombreuses années. Et voilà le plan donc, de mon exposé. Je vais d'abord vous définir très brièvement ce qu'est un minéral et un biominéral. Puis je vous parlerai un petit peu des micro-organismes et je vous démontrerai qu'en fait, ils sont tout à fait aptes à vivre en dehors de la planète Terre. Et puis on verra brièvement les biominéraux microbiens, pourquoi les micro-organismes forment des biominéraux, comment ils les forment. Je vous montrerai des exemples. Et puis on terminera par une étude de cas, l'affaire ALH 84001. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ça. Je n'en dis pas plus, ce sera une surprise. Alors tout d'abord, les minéraux et les biominéraux. Alors les minéraux, eh bien, on en a 4750 de connus. Comme vous le savez, ce sont des substances solides, dont la composition chimique est bien connue, ils sont homogènes, donc les atomes là, c'est les mêmes que là, il y a une symétrie, c'est ordonné et ça possède une origine naturelle. Ce sont les processus géologiques qui produisent les minéraux. Par contre, les biominéraux, eh bien, c'est la même chose, sauf que ce sont les organismes qui les fabriquent. Et ces biominéraux, on en connaît un petit peu moins. Je crois qu'il y en a une soixantaine en tout. Tous les organismes sont capables d'en faire. L'être humain, il fait un biominéral qu'on appelle le squelette. Les diatomées font des frustules, vous avez les mollusques, etc. La plupart du temps, c'est des biominéraux riches en calcium, en phosphore et en silicium. Voilà, alors ça c'est fait, la définition, vous savez. Alors une vie bactérienne, maintenant je vais vous montrer que c'est envisageable en dehors de la Terre. Voilà la liste de toutes les résistances que l'on connaît chez les bactéries. Alors, les bactéries sont résistantes au vide interplanétaire, aux basses températures. Vous pouvez congeler une bactérie, elle revient à la vie dès que la température est de nouveau de plus de 0 degré. Elle résiste aux températures élevées, au rayonnement, UV, gamma, rayonnement X, aux forces ioniques élevées, au pH extrême, aux pressions extrêmes, à l'absence d'oxygène. Je vous montrerai quelques détails dans les minutes qui suivent. Ça, c'est une chose. Et puis, quand on regarde le système solaire, on se rend compte qu'il y a de l'eau ailleurs, liquide, hyper salée probablement, mais liquide. Il y a du carbone ailleurs, il y a de la lumière ailleurs. Il n'y a donc pas de raison qu'il n'y ait pas de bactéries ailleurs. Pourquoi ? Parce que les échanges entre la Terre et les autres planètes, on sait que c'est faisable. Et on a un exemple bien précis. Donc les échanges sont possibles. Un fragment de roche avec des bactéries dedans peut venir d'une planète sur la Terre et vice-versa. En plus, les bactéries ont une capacité d'hibernation assez grande. Pendant de très longues périodes, elles peuvent hiberner. Et elles ont un avantage, elles ont une taille microscopique. Et donc elles peuvent être cachées, elles peuvent se cacher dans les fissures des rochers et donc être protégées des températures élevées, des UV, etc.
Alors voilà, je voulais juste vous présenter cette recherche. C'est une recherche publiée en 2012 dans Astrobiologie. Des chercheurs se sont amusés à mettre des bactéries pendant 1 an et demi en dehors de la Station spatiale internationale. C'était sous forme de spores, c'était des bactéries qui formaient un biofilm sur une surface d'aluminium. Eh bien, pas de souci, après ces 1 an et demi, les bactéries, elles sont revenues à la vie, on en a perdu certaines, mais les autres se portaient relativement bien. Et donc, elles ont subi des pressions de 10-4 pascal, des températures de -20 à 59 degrés, des UV à 600 mégajoules par mètre carré, et des rayons cosmiques, bien entendu. Donc ça, c'est une expérience relativement célèbre, et il y en a eu d'autres. Voilà une autre bactérie, Deinococcus radiodurans. Comme son nom l'indique, radiodurans, elle résiste au rayonnement. Donc c'est une bactérie terrestre bien connue des microbiologistes. Eh bien, elle résiste à 1000 fois plus de rayonnement ionisant que l'être humain. Ça se mesure en gré. Un gré, c'est quand vous avez 1 joule par kilo. Ben, un être humain, ça peut supporter jusqu'à 10 grés. Eh bien, Deinococcus, jusqu'à 10 000 grés. Les UV, 10 000 fois la dose mortelle d'une cellule eucaryote. Et alors, la déshydratation, les températures basses, les pH bas, tout ça, ça ne lui pose pas de problème. Alors, en termes de pH, voilà le record chez les bactéries. C'est 0,7. Hein. C'est à ce point-là que, donc 0,7 ici, c'est là que la vitesse de croissance de cette bactérie est la plus élevée. Donc, dans de l'eau hyperacide, l'archée Picrophilus, voilà, elle se plaît parfaitement. Hein. Donc l'acidité ne pose pas trop de problèmes aux bactéries. On peut se dire, les forces ioniques élevées, est-ce que les solutions riches en sel, ça peut poser un problème? Eh bien apparemment non. Vous avez ce qu'on appelle les halophiles extrêmes. Ce sont des bactéries qui ont une vitesse de croissance relativement bonne à partir de 30% de NaCl. Ça peut être aussi du MgCl2, ça peut être toutes sortes de sels. On a toute une faune de bactéries qu'on appelle des halophiles extrêmes. Escherichia coli, elle est tuée après 2-3% de NaCl. Alors, c'est important à retenir ça parce qu'une publication de l'année passée dans Nature Geosciences nous montre que de l'eau liquide, hyper salée, existe sur Mars à certaines périodes. Ce n'est pas du NaCl, c'est du chlorate et du perchlorate de magnésium et de sodium. Mais voilà, donc il y a la possibilité d'avoir des bactéries là, sur Mars. Alors, voilà une autre publication très intéressante. C'est une publication qui est publiée dans Nature en 2000. Les chercheurs, qu'ont-ils fait? Ils ont pris un cristaux de sel qui datait du Permien, il y a 250 millions d'années, c'est-à-dire la dernière période de l'ère primaire. À l'intérieur, il y a des petites inclusions d'eau qui est restée liquide, hyper salée. Ils ont pris toutes les précautions pour disséquer ce minéral de sel, et dedans, ils ont trouvé des bactéries du genre Bacillus qui sont revenues à la vie. Et ils nous prétendent que la probabilité de contamination, c'est 1 chance sur 1 milliard. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà, en tout cas, voilà une étude intéressante qui semble nous montrer que les bactéries peuvent hiberner pendant très très longtemps. Alors, tant qu'on parle de durée gigantesque, vous devez savoir que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, mais que les bactéries sont apparues à 3,8, 3,5. On n'est pas certain, parce que il y a beaucoup de chercheurs qui contestent cela. Certains chercheurs contestent que les inclusions de graphite à Itzhak, une publication de 96, ce n'est pas dû à des bactéries. De même, à 3,5 milliards d'années, les filaments de Pilbara, il y en a qui disent non, ce n'est pas vraiment des bactéries. Mais à 2,7, il n'y a plus personne qui discute. À 2,7 milliards d'années, c'est des microstromatolites, c'est impossible de former ça chimiquement. Et donc là, plus personne ne conteste qu'à l'Archéen, à 2,7 milliards d'années, on a les premières formes de vie sur la Terre. Les eucaryotes, c'est beaucoup plus tard, c'est à 2,1 milliards d'années. Les multicellulaires, encore plus tard, à 0,5 milliards d'années, le début de l'ère primaire, le Cambrien.
Donc voilà, ça c'est les microstromatolites. On voit des structures comme ça, des couches superposées. Un chimiste, il ne pourrait pas vous faire ça sans vie. Donc il faut la vie pour ça. Et quand on date ça, on est à 2,7 milliards d'années. Voilà les filaments de Pilbara que certains discutent. Donc voilà, le chercheur, il observe ça au microscope, puis il prend une feuille de papier, un dessin, il dessine ça. Puis il y en a qui disent, oui, mais vous exagérez un peu, là, c'est peut-être pas... Effectivement, on peut douter de ça, mais des microstromatolites, on ne peut pas douter. La taille des bactéries, il faut bien retenir ça, la taille des bactéries. C'est une des clés pour comprendre que la vie est peut-être partout dans le système solaire, du moment que j'ai de l'eau liquide. Eh bien, les bactéries ont une taille de 1 micron. Ça veut dire que dans 1 millimètre, vous pourriez en mettre 1000 à la queue leu-leu. En raison de cette petite taille, elles peuvent se glisser dans les fentes des rochers et, bien entendu, être préservées de toutes sortes de choses. Alors, il y a des exceptions, il y a des bactéries géantes, il y a des eucaryotes. Ça, c'est une cellule eucaryote, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Au maximum, c'est 750 microns pour la plupart. Il y a toujours des exceptions. Ça fait toujours l'objet de publications dans Science et Nature. Voilà la plus grande bactérie connue, 750 microns de diamètre. Voilà une exception, Thiomargarita. Et dans l'autre sens, des eucaryotes plus petits que des bactéries. C'est aussi possible. Voilà ce qu'on appelle les pico-eucaryotes, Ostreococcus par exemple. Donc, il faut faire très attention. Quand on observe quelque chose, au microscope, on voit des petites boules, on a envie de dire « Ah, c'est petit, c'est une bactérie » ou éventuellement un micro-eucaryote. Eh bien non, on commet parfois des erreurs. Voilà, de toutes sortes de petites boules, on a envie de dire « c'est des bactéries », ça provient d'un météorite. Eh bien là, on a démontré que c'était des cristaux de calcite. On avait proposé avant que c'était des nanobactéries. Il y a eu toute une polémique à propos des nanobactéries. Maintenant, on sait que cela n'existe pas, les nanobactéries. Donc, quand on trouve des météores, il faut faire attention, parce qu'on observe parfois ça. Alors, sur Terre, les prokaryotes sont très abondants donc, depuis très longtemps, et la Terre, elle a été sans cesse soumise à toutes sortes de bombardements météoritiques. Donc, on peut imaginer que des fragments de rochers avec des bactéries soient arrivés dans l'espace suite à un bombardement et après aient pu coloniser d'autres planètes, ou vice-versa. Alors, au niveau de la quantité de cellules, eh bien, un chercheur qui s'appelle M. Whiteman, en 98, s'est amusé à les compter. On a un chiffre qui fait de 4 à 6, 10 exposant 30 cellules de bactéries. 10 exposant 30. Alors, c'est un chiffre, on ne sait pas très bien se le représenter, mais ça correspond à peu près à tout en termes de carbone, ça correspond à peu près à tout le carbone des plantes. Donc, c'est 60 à 100% du carbone des plantes. Et en termes d'azote, c'est 10 fois plus que ce qu'on trouve dans les plantes. Alors on peut se demander où sont-elles toutes ces bactéries, ces 10 exposant 30 bactéries. Quand on regarde une photo de la Terre, on voit qu'il y a 70% de la surface qui est colonisée par de l'eau. Ça, c'est de l'eau. On peut se dire que c'est là-dedans. Effectivement, quand on prend un millilitre d'eau, on peut compter jusqu'à 1 million de bactéries par millilitre d'eau. Quand on prend des sédiments, 1 milliard par gramme. On peut faire des règles de 3. On fait ça. On n'arrive pas aux 10 exposant 30. Ce n'est pas dans les océans que les bactéries sont les plus nombreuses, c'est dans la croûte terrestre en fait, dans ce qu'on appelle la subsurface. Donc, dans une zone qui va de la surface jusqu'à 4 km de profondeur, c'est là qu'on a 95% des bactéries de la planète. Ce sont des bactéries qui ont un métabolisme très lent parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture là, et elles sont quasi en dormance, comme on dit. Pourquoi 4 km ? À partir de 4 km, il n'y a plus rien. Parce que la température dépasse 150 degrés. Et voilà la limite pour la vie actuelle que l'on connaît, 150 degrés. Au-delà, il n'y a pas de vie possible. Pourquoi ? Parce que l'ATP est détruit instantanément. Et donc, même déjà 140 degrés, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme bactéries résistantes aux températures ? Il y a des tas d'espèces, des tas de genres qui sont résistantes à de très grandes températures, mais généralement, la vitesse de croissance maximale ne dépasse pas 110 degrés. Il y en a qui, à 120 degrés, sont encore en état de vivre, mais ne se reproduisent plus. Donc, vous pouvez considérer que 120, 130 degrés
Voilà, il n'y a pas de possibilité de vie après cette température. Alors, en raison de toutes ces caractéristiques que je viens de vous dire, les bactéries, les micro-organismes ont colonisé tous les endroits de la biosphère et ont même participé au modelage de cette biosphère. La Terre telle que nous la connaissons ne serait pas ce qu'elle est sans les bactéries. Les bactéries changent tout sur la Terre. Un exemple, on est en automne, les feuilles tombent. Qui c'est qui dégrade les feuilles? C'est les fungi microscopiques et les bactéries. On respire de l'oxygène. Qui c'est qui produit ça? Ce sont bien entendu les bactéries au niveau des océans. Et je peux citer plein et plein d'exemples dans le cycle du carbone, de l'azote, du soufre, du fer, etc. Il y a toujours des bactéries qui interviennent. C'est ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques. Donc, sans qu'on le sache, les micro-organismes contrôlent la planète. Voilà, une vie bactérienne est envisageable en dehors de la Terre. Intéressons-nous maintenant aux biominéraux microbiens. Alors, il y a deux grandes possibilités pour faire des biominéraux microbiens. Et donc, pourquoi les micro-organismes forment des biominéraux? Voilà la réponse. Il y a deux choses. Première chose, les bactéries ne le font pas exprès. Elles vivent, se développent, consomment de l'oxygène, et en changeant un petit peu leur environnement, il y a un minéral qui précipite. C'est ce qu'on va appeler un processus de biominéralisation biologiquement induite. Voilà toutes les possibilités. Par exemple, la cellule consomme de l'oxygène, un métal passe par là, il précipite et forme un minéral. Ou un métal oxydé sert de puits à électrons. Il faut savoir que les bactéries, elles ont parfois des électrons en surplus, il faut les faire sortir de la cellule, et donc elles donnent ces électrons à un minéral qui passe par là, sous forme d'un ion, et cet ion reçoit ces électrons, change d'état d'oxydation et il précipite, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Et dans ce cas-ci, il y a peu de contrôle sur la formation du minéral. Le minéral, il précipite tout seul à l'extérieur de la cellule, en gros. C'est une biominéralisation biologiquement induite. Et puis, il y en a l'autre cas, où la bactérie veut vraiment ce minéral, parce qu'il va lui servir à quelque chose. Et donc là, elle fait tout pour qu'il précipite dans une bonne phase, avec une bonne composition, et on parle d'un processus de biominéralisation biologiquement contrôlé. Et la plupart du temps, là, les biominéraux sont intracellulaires. Alors, il y a deux choses, donc, mais il y a tout un gradient entre les deux. Il y a des minéraux, on ne sait pas très bien les classer, parce qu'ils se forment pas très loin de la bactérie, mais pas quand même dans le cytoplasme, etc. Et donc, comment forme un biominéral? Je vais essayer de vous expliquer ça maintenant, comment une bactérie forme un biominéral. Eh bien, il y a trois compartiments. Vous avez le compartiment extérieur, le biominéral peut se former à l'extérieur. Vous avez les compartiments de surface, et puis vous avez le compartiment interne qu'on appelle le cytoplasme de la bactérie. Et au plus on va vers le centre, au plus le contrôle microbien augmente, évidemment. Alors regardons une bactérie d'un petit peu plus près. Le compartiment, les couches externes de la bactérie, en fait, il y a 4 sous-compartiments. Vous avez des biominéraux qui peuvent précipiter à la surface de la membrane externe, dans l'espace entre les deux membranes chez les grammes négatifs qu'on appelle le périplasme, dans la membrane interne également, et juste dans la couche de surface qu'on appelle les EPS, les polysaccharides de surface. Et puis on a le cytoplasme, et puis on a le milieu extérieur. Donc il y a toujours plusieurs possibilités pour précipiter un biominéral. Et de manière générale, la plupart des bactéries emploient des surfaces chargées négativement. Les bactéries ont une capsule. Elles se protègent de l'environnement par une capsule qui possède toute une série de charges négatives et également une paroi de muréine. La paroi de muréine, c'est ce qui fait que la bactérie est rigide, en fait. Il faut savoir que la pression osmotique à l'intérieur d'une bactérie est de 2 atmosphères. C'est un petit peu comme un pneu de vélo ou un pneu de voiture. Et pour que la bactérie n'explose pas, elle est entourée d'une coque rigide faite de muréine. Et cette muréine, elle est chargée négativement parce que les charges ici, en pH neutre, c'est négatif ici. Et donc, il y a toute une série de charges négatives qui entourent ces bactéries. Et ces charges négatives sont répétées dans l'espace. Et voilà, donc il faut imaginer une bactérie comme une série de charges négatives répétées dans l'espace. Les minéraux, les ions métalliques, quand ils viennent se fixer aux couches externes de la bactérie,
bien, sont ordonnés les uns à côté des autres, et ça peut provoquer la nucléation d'un minéral, cela. Alors les bactéries font aussi des membranes, par exemple la membrane interne, elles font des invaginations avec leurs membranes, et ces invaginations sont des lieux privilégiés pour la formation de certains minéraux. Donc voilà comment font les bactéries pour former des minéraux, c'est avec des surfaces chargées, des polysaccharides de surface chargées, mais aussi avec des invaginations de la membrane. Alors maintenant, un exemple. Quelques exemples de biominéraux microbiens, il y en a plein, mais je vais prendre le cas du fer. Alors si je prends les minéraux de fer, il y en a toute une série. Commençons par la ferrihydrite. La ferrihydrite, c'est 5Fe2O3 9H2O. Alors la ferrihydrite, on en trouve partout, il suffit d'aller dans les fagnes. On voit des rivières un peu rougeâtres, l'eau rougeâtre. Ben, c'est parce que c'est bourré de ferrihydrite. La limonite qu'on peut trouver dans ces régions-là, c'est de la ferrihydrite. Et quand on regarde ces choses-là au microscope, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des bactéries filamenteuses. Donc on se pose la question, on se dit oui, mais est-ce que c'est ces bactéries filamenteuses qui sont à l'origine de la ferrihydrite? Ou est-ce qu'elles ont juste capté de la ferrihydrite qui s'est formée chimiquement? Eh bien, c'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, on sait que les bactéries sont capables de former de la ferrihydrite. Voilà une publication de 2004. On a pris ces bactéries-là, ce sont des bactéries phototrophes. Il y a plein d'autres genres qui auraient pu utiliser, mais les auteurs ont choisi ces bactéries-là. On les met dans un tube à essai, on donne du fer ferreux, on attend un petit peu, le fer ferreux disparaît, il est consommé en quelque sorte, et qu'est-ce qu'on voit précipiter? De la ferrihydrite. Dans les contrôles, les tubes avec des bactéries mortes, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que les bactéries sont capables de former de la ferrihydrite. Cette ferrihydrite, c'est un cristal amorphe, et les chercheurs ont constaté qu'au cours du temps, ça c'est un pattern de diffraction des rayons X, mais au cours du temps, on voit qu'on a des pics qui apparaissent, et donc la ferrihydrite se transforme en goethite et en lépidocrite. Ça c'est pour la ferrihydrite. Changeons de minéral, passons à la goethite et la lépidocrite. Y a-t-il des bactéries capables de former ça directement, sans passer par la ferrihydrite? Eh bien, la réponse est oui, mais d'abord, où trouve-t-on ça? Bien, dans les mines, dans des sédiments, dans les nodules de ferromanganèse qu'on trouve dans les océans. Il y a énormément de nodules de ferromanganèse. Ces minéraux possèdent un pattern de diffraction bien classique. Un géologue, vous lui montrez ça, tout de suite il dit « Ah, ça c'est de la goethite, ou de la lépidocrite ». C'est vraiment la signature de ces minéraux. Eh bien voilà une expérience encore réalisée en 2010. On prend un tube à essai, on met acidovorax dedans, et après un certain temps, on voit que apparaît de la ferrihydrite, de la goethite et de la lépidocrite. Donc ça, c'est un minéral, ça c'est l'autre minéral. Et ça, c'est le fer qui diminue au cours du temps. Donc, les bactéries sont capables de former également goethite et lépidocrite directement. Alors, qu'en est-il de la magnétite? Eh bien, là aussi, les bactéries sont capables de former de la magnétite. J'y reviendrai plus loin. Qu'en est-il de la vivianite, de la strengite, les phosphates ferriques? Eh bien, là, encore une fois, on trouve ça dans l'environnement. Et dans des environnements très particuliers, voilà un bivalve. À la surface de ces valves, il possède un dépôt rougeâtre. Il s'appelle Montacuta ferruginosa, ce bivalve. Il vit dans des sédiments de la mer du Nord. Il est recouvert par des bactéries. Et bien voilà, là encore une fois, on a l'impression que les bactéries ont formé ce phosphate ferrique. Quand on regarde de plus près, on voit évidemment des bactéries fortement incrustées de ce minéral particulier, qui est un minéral amorphe. Et quand on analyse par une technique qu'on appelle la spectrométrie infrarouge, eh bien, on a la démonstration qu'il s'agit d'un phosphate ferrique hydraté amorphe. Et je ne vais pas trop vous en parler, mais on a quasi démontré que les bactéries, il y a encore un petit doute, mais on est très proche d'avoir démontré que les bactéries ont formé ce minéral. Voilà un fragment de minéral. On colore les bactéries avec du DAPI, c'est un colorant pour les bactéries. Regardez, tous les petits points, là, c'est des bactéries. Donc, c'est moitié minéraux, moitié bactéries. Et quand on regarde vraiment de très très près, on voit des nanoparticules de phosphate ferrique hydraté amorphe dans les couches de surface de ces bactéries. Alors on peut encore parler de plein d'autres minéraux. Voilà une dernière dia. Les carbonates de fer, la sidérite,
la même chose, les bactéries sont capables de faire ça. Et les sulfures, la grégite, les bactéries sont capables de faire ça. Donc voilà, elles sont capables de faire beaucoup de choses, ces bactéries. Hein. Mais le problème, le voilà. Comment reconnaître un biominéral microbien? Ça, c'est le gros problème. Hein. Parce que quand la bactérie a disparu, on ne sait jamais dire est-ce que c'est une bactérie qui l'a formée ou est-ce que c'est la chimie, la physico-chimie qui a formé ce minéral. Donc ce n'est pas évident et sans trace du micro-organisme, c'est difficile. Cependant, il existe quand même 6 caractéristiques qu'on va pouvoir utiliser. Tout d'abord, la composition élémentaire. Il faut savoir qu'il existe des minéraux qui sont produits quasi exclusivement par des bactéries. Donc si on va sur une autre planète, on trouve ce minéral, peut-être qu'on aura la démonstration qu'il s'agit d'un minéral, un biominéral. On n'en connaît qu'un, malheureusement, c'est l'oxalate de calcium. Les plantes en font, c'est également l'oxalate de calcium qui sont les calculs rénaux. Hein. Pour ceux qui ont des calculs rénaux, ils savent ce que c'est. Mais la wéwélite, on trouve ça aussi dans des dépôts hydrothermaux, et là la température est telle que on a des doutes que ce soit des bactéries qui forment ça. Néanmoins, donc il faut toujours garder un petit doute évidemment. Hein. Donc ça c'est la première chose, le type de minéral, et ça ne s'applique qu'à l'oxalate de calcium. Deuxièmement, les éléments en trace. Les éléments en trace, on trouve un minéral. Ok, il est peut-être formé chimiquement, mais les éléments en trace ne sont pas les mêmes entre le minéral formé chimiquement et le minéral formé biologiquement. Voilà le cas de la sidérite, et voilà un graphique où des chercheurs ont mesuré le rapport manganèse-fer de cette sidérite. Quand les bactéries, ça c'est la vitesse, donc l'axe des Y, c'est la vitesse, c'est l'activité des micro-organismes. Quand les micro-organismes sont très actifs, le rapport manganèse-fer est bas. Quand les micro-organismes sont beaucoup moins actifs, le rapport fer-manganèse est beaucoup plus élevé. Et donc on pourrait se baser là-dessus. Si on trouve de la sidérite, on peut mesurer les éléments en trace pour avoir éventuellement une idée de l'origine. Troisième chose, la composition isotopique. Alors tous les éléments possèdent des isotopes. Pour le fer, on a le fer 54, fer 56, etc. Il y a toute une série d'isotopes, mais le plus abondant, c'est le fer 56 et le fer 54. Et donc on peut jouer là-dessus. En mesurant les rapports isotopiques, on peut avoir une idée de l'origine du minéral. Est-ce qu'il est abiotique ou non? Par exemple, je prends des roches ignées, que ce soit sur Terre ou sur Lune, sur la Lune. J'ai des rapports isotopiques qui sont ce qu'on appelle le delta fer 56. On est aux alentours de 0. 0 plus ou moins 0,3%. Si je regarde des minéraux précipités dans des environnements sédimentaires, donc riches en bactéries, j'ai des delta fer 56 beaucoup plus bas, jusqu'à moins 1,6 pour 1000. Et donc ça, c'est une trace, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour évaluer l'origine du biominéral. Alors sur cette table, voilà, ce sont des chercheurs qui ont pris une bactérie, Shewanella algae, et puis ils ont fait précipiter des métaux, du fer par cette bactérie, et ils ont mesuré les rapports isotopiques. Vous ne savez peut-être pas lire les chiffres très bien d'où vous êtes assis, mais vous voyez que c'est tous des chiffres négatifs. Et donc on a des enrichissements ou des appauvrissements, et donc on a un effet des bactéries sur les rapports isotopiques. Dans cette publication, d'ailleurs, les chercheurs ont aussi mesuré les rapports isotopiques des nodules de ferromanganèse qu'on trouve dans les océans, et là aussi on a des rapports négatifs, des valeurs négatives. Donc on a l'impression que ces nodules de ferromanganèse ont une origine biologique en fait. Par contre, on regarde les gisements de fer rubané et on retombe dans des valeurs proches de 0. Alors, on peut faire des isotopes avec toutes sortes de choses, avec ce bivalve par exemple. Je ne vais pas vous dire le résultat, je vais juste vous dire qu'il y a des bactéries dessus, il y a un minéral. Selon vous, ça va être négatif ou pas? Je vais laisser Alain Préat répondre à cette question. Je vais vite passer cette dia parce que je pense qu'il l'a reprise pour son exposé à lui. Quatrième possibilité, la surface minérale. Vous avez un minéral. Là, on ne va pas savoir dire s'il est d'origine bactérienne ou pas, mais on va savoir dire si des bactéries ont été présentes, parce que les bactéries sont capables
de faire des traces sur les surfaces des minéraux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, avec une technique qu'on appelle la spectroscopie Raman, on est capable d'analyser la surface, la composition de surface des minéraux. Et si on voit par exemple du soufre, très souvent, ça veut dire que pour certains minéraux, évidemment, dans certains contextes, eh bien, on peut se dire qu'on a des bactéries présentes. Par exemple, ferroplasma en présence de pyrite a tendance à déposer des granules de soufre à la surface des minéraux. Cinquièmement, il y a 6 points. Cinquièmement, la morphologie des cristaux. La plupart du temps, les cristaux ont toute une série de morphologies variées, mais parfois on a des morphologies uniques aux bactéries. Par exemple, la forme allongée, là, la forme des cristaux allongés, ce n'est pas possible de faire ça chimiquement. Donc si on trouve un cristal allongé, selon un axe bien déterminé, on a quasi la preuve que c'est un organisme qui a formé ça. Tous ces cristaux ici sont produits par des bactéries magnétotactiques. Et donc, ils ont tous des caractéristiques bien précises. Je vais passer ça, mais il faut peut-être juste retenir que la magnétite, c'est une morphologie cubo-octaédrique. Et la biomagnétite aussi, mais cubo-octaédrique allongée. Alors, les bactéries magnétotactiques, c'est le moment de les présenter. Ce sont des bactéries terrestres qu'on trouve un petit peu partout sur la planète. Voilà toutes les caractéristiques. La seule chose qu'il faut retenir à ce niveau-ci, c'est qu'elles fabriquent des magnétosomes. Voilà, les magnétosomes, ce sont des minéraux qui se mettent, de la magnétite qui se met à la queue leu-leu, comme cela, dans la bactérie. Alors, que vont-elles faire avec ça? Eh bien, il y a un champ terrestre, magnétique. Elles vont se servir de leurs magnétosomes pour savoir si elles doivent nager vers le haut ou vers le bas. C'est ce qu'on appelle donc les bactéries magnétotactiques. Alors, dans ces magnétosomes, vous trouvez magnétite ou grégite, selon qu'il y ait de l'oxygène ou qu'il n'y ait pas d'oxygène. Cette magnétite se forme dans des invaginations de la membrane cytoplasmique. Et on a des chaînes. Les cristaux sont en chaîne, ils ne sont pas n'importe comment dans la cellule, ce sont des chaînes. Je reviens un peu en arrière, voilà encore une dia, vous voyez, des chaînes. Attention à la morphologie. Ce n'est pas parce qu'on trouve des cristaux, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, c'est pas parce qu'on se trouve des petites boules comme ça qu'on a affaire à des bactéries ou des cristaux qu'on a affaire à des magnétites. Voilà des choses, on a envie de dire que ce sont des cellules. Eh ben non, c'est du phosphate d'aluminium. Ça, on a envie de dire c'est des bactéries. Ben non, c'est de l'aloisite. L'aloisite, c'est des nanotubes, en fait, des nanotubes minéraux. Voilà la structure. Donc vous avez des feuillets qui se sont enroulés et ça donne des nanotubes. Et donc il faut faire attention à ce que l'on observe. Les nanotubes, c'est chimique, ça peut précipiter chimiquement, mais depuis quelque temps, on sait que les bactéries sont capables aussi de former des nanotubes. Donc ça complexifie encore tout le bazar. Ici, des nanotubes de quoi? D'arsenic, donc des sulfures d'arsenic. Alors, qui est cette bactérie? Elle s'appelle Shewanella. Shewanella, vous lui donnez de l'arsenic et du thiosulfate, elle forme un précipité sous forme jaunâtre, sous forme de nanotubes qui s'appelle de l'or-piment. L'or-piment, ce sont des feuillets composés d'atomes d'arsenic et de soufre, et ces feuillets sont plans. D'ailleurs, l'or-piment, c'est une roche minérale qui s'effeuille comme ça. Eh bien, dans la publication concernant ces nanotubes de Shewanella, vous avez là des bouteilles, vous voyez, on met Shewanella dedans, et au cours du temps, à condition qu'on lui donne de l'arsenic et du soufre, elle va produire ces nanotubes qui précipitent dans le fond de la bouteille. Et l'arsenic 5 diminue et l'arsenic 3 augmente. Donc l'or-piment est composé d'arsenic 3, évidemment. Alors, au microscope, ça donne ça. Voilà les nanotubes précipités par Shewanella. On peut les regarder au microscope, et donc il s'agit bien, avec des techniques de tomographie, il s'agit bel et bien de tubes. Mais de tubes nanométriques. Parce que, voilà la 6e caractéristique des minéraux, quand on voit des minéraux agencés dans l'espace de cette manière-là, et que c'est micrométrique, bien là, il n'y a pas de doute, c'est d'origine microbienne. Un chimiste, il ne va jamais savoir vous faire ça dans un tube à essai.
Donc, les tubes micrométriques, autre trace de vie, peu importe le minéral. Quand on a ceci, des stolons torsadés, il y a des bactéries capables de faire ça, également c'est une trace de vie. C'est très fréquent, dans nos régions on trouve ça beaucoup. On peut retrouver ça aussi dans les fosses océaniques. Vous avez des bactéries qu'on appelle Mariprofundus qui forment aussi des espèces de stolons torsadés comme cela. Voilà quelques images microscopiques. Voilà encore une autre. C'est parfois tellement abondant que l'eau est colorée en rouge. Et donc dans nos régions, en Belgique, on trouve ça. Pour ceux qui ont un microscope, ils pourront s'amuser à aller voir les stolons torsadés de Gallionella. Et puis, on a l'agencement dans l'espace des chaînes de magnétite. Quand on voit ça, il n'y a pas de doute, c'est la vie. Alors, prenons l'exemple de la biomagnétite. Donc, je viens de vous présenter, il y a 6 caractéristiques d'un minéral qui nous semble nous dire que voilà, il est d'origine bactérienne. Alors, pour la biomagnétite, la composition élémentaire, on ne peut rien en faire, parce que la magnétite peut se former abiologiquement. Les éléments en trace, ça marche bien pour la magnétite. Je vous montrerai un graphique tout de suite. C'est 100 fois moins riche en cadmium, par exemple, la biomagnétite bactérienne. Le fractionnement isotopique, c'est tout à fait utilisable dans ce cas-ci pour les isotopes de l'oxygène. L'altération de la surface, on ne l'a jamais étudiée. La morphologie des cristaux, eh bien, les cristaux allongés, si on a la chance d'avoir des cristaux allongés, ça c'est une trace de vie. Et alors l'agencement des minéraux dans l'espace, pour la magnétite, c'est l'alignement en chaîne. Chimiquement, on peut former de la magnétite, mais ces magnétites ne vont jamais se mettre en chaîne. Et donc ça, c'est une caractéristique très importante à essayer de retrouver. Et voilà, ça nous mène au dernier point de mon exposé, qui est l'affaire ALH 8400. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un météore qui est arrivé sur Terre et qui proviendrait de Mars. ALH 840001, on en a beaucoup parlé en 1996, on en a même parlé dans les médias, dans les grands médias belges, parce qu'on aurait découvert la trace d'une vie bactérienne sur Mars. Alors quelle est l'histoire de ce morceau de rocher? Eh bien, c'est un morceau de rocher qui s'est formé il y a 4,5 milliards d'années sur Mars. Il s'est fissuré sur Mars parce qu'il y a eu un impact météoritique à 4 milliards d'années. Il a été infiltré par de l'eau liquide sur Mars et des granules, des globules de carbonate s'y sont déposés. Alors, les analyses isotopiques nous démontrent tout cela parce qu'on est avec des âges, 3,9 milliards d'années pour ces globules de carbonate. Sur Terre, à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau liquide où la température était trop élevée et donc ce n'était pas possible. Donc ça s'est formé sur Mars. Ensuite, ce caillou est parti de Mars parce qu'il y a eu un deuxième impact à 16 millions d'années. Et puis il a tourné autour du Soleil pendant un certain temps. Il est arrivé il y a 13 000 ans en Antarctique, il est arrivé sur Terre, puis il y est resté jusqu'en 1984 quand on l'a découvert. Et donc, les géologues ont fait des coupes là-dedans. Voilà une image en fausse couleur. On voit ces globules de carbonate, on voit qu'ils sont entourés d'une couche noire, riche en fer et en manganèse. C'est du pyroxène, en fait, de l'orthopyroxène. C'est riche en silice et en oxygène, en manganèse et fer. Donc voilà encore un granule de carbonate en gros plan. Eh bien, qu'a-t-on trouvé là-dedans? En faisant des gros plans sur ces globules de carbonate, on a découvert des pH, donc des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui ne sont pas d'origine terrestre, donc du carbone, donc c'est riche en carbone. Et on a trouvé toute une série de petites boules, comme ça, donc on a l'impression qu'on observe des bactéries. Est-ce que c'est des nanobactéries? Est-ce que c'est des microfossiles? Et on trouve de la magnétite. Voilà, tous ces cristaux de magnétite. Vous voyez, ce n'est pas ordonné en chaîne, mais on trouve des cristaux de magnétite. Y avait-il des bactéries magnétotactiques sur Mars? Voilà la question. Et bien entendu, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un champ magnétique sur Mars. Actuellement, il n'y en a plus. Mais peut-être que dans le passé, il y en avait un. Alors voilà, il y a une controverse. En 97, un an après, les structures allongées, on démontre que ce n'est pas des minéraux, que ce n'est pas des nanobactéries, mais des minéraux, pardon. En 98, les structures allongées, on dit aussi que ça peut être des vestiges de bactéries terrestres qui auraient infiltré le truc, qui auraient infiltré le morceau de caillou, évidemment. En 98, la matière organique, on montre que, en fait, elle peut se former de manière abiotique aussi.
En 2000, on analyse les magnétites et on se rend compte que 25% pourraient être dus à des bactéries. Et donc on relance l'idée, cette fois-ci avec les magnétites, et en 2001, on trouve même des chaînes de magnétites. Et donc il semblerait qu'en 2001, on ait résolu le problème. Et ben voilà, les chaînes de magnétites, je ne sais pas si vous les voyez, eh ben je vais vous les mettre en jaune. Hein, vous voyez qu'il faut peut-être beaucoup d'imagination, mais des chercheurs ont trouvé des chaînes de magnétites. Est-ce que ça veut dire que la vie est présente sur Mars? Malheureusement, les chaînes ne sont pas isolées. Hein. Quand vous avez une structure en 3D de cristaux, comme ça, vous avez toujours par hasard des chaînes qui se forment. Et donc, c'est peut-être ça, en fait. Les méthodes manquaient de résolution. Alors, en 2004, on a employé des techniques un petit peu particulières. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout cela. Des magnétomètres, on a fait des cycles à basse température. On a essayé de voir si on ne pouvait pas trouver les caractéristiques magnétiques de ces chaînes en employant ces appareillages. Hein. Et qu'est-ce qu'on a démontré avec ces choses-là? Les conclusions, voilà, les magnétites ne comportent que 2 des 6 caractéristiques biologiques. C'est-à-dire la gamme de taille, c'est petit, et c'est relativement pur. Et ça ne concernerait que 10% des magnétites. Donc voilà, depuis lors, il n'y a pas d'autres publications. Il semblerait que l'affaire soit enterrée. On va plutôt aller sur Mars maintenant, essayer de récolter des échantillons directement. Ce sera quand même plus efficace. Alors on peut aussi se poser la question, sur Terre, les bactéries magnétotactiques, que font-elles? Est-ce qu'elles laissent des traces sous forme de chaînes? Eh bien voilà une publication de 2013. Donc même avec des magnétites terrestres, c'est vraiment très difficile de retrouver des chaînes. Donc effectivement, quand la bactérie se décompose, les chaînes sont perdues en fait. Et voilà pour la signature chimique. Dernière étude que je vous montre, c'est une récente en 2015. On a pris de la magnétite précipitée biologiquement et de la magnétite précipitée chimiquement, biologiquement grâce à ces bactéries. Et bien voilà, on a démontré en fait que la magnétite formée de manière chimique ne comportait pas les mêmes traces de minérales comme le cuivre, le plomb, le manganèse. Et donc, c'est enrichi plus ou moins de 100 fois dans la magnétite abiotique. Alors, qu'en est-il de ALH 84001 ? On n'en sait rien, puisque ça, c'est très récent. Ça date de 2015, donc maintenant, il faut essayer de faire ces mesures avec ce fragment de roche. Voilà, donc il faut un petit peu attendre, peut-être qu'on dira de nouveau, ah oui, il y a des bactéries sur Mars. Et voilà, j'en ai fini. Donc, la conclusion. Une vie bactérienne est envisageable en dehors de la Terre. Des transports de bactéries entre planètes sont possibles. Les traces laissées par les bactéries sous forme de biominéraux sont tout à fait utilisables, mais il faut quand même essayer de favoriser l'échantillonnage in situ, d'où l'importance d'envoyer des sondes un petit peu partout dans le système solaire. Mais bien évidemment, attention, les lois de la physico-chimie doivent être adaptées, parce que quand la pression est plus basse ou le rayonnement est plus important, les minéraux ne se forment pas de la même manière. Voilà. Grand merci David pour cette leçon d'exobiologie putative. Le passé.